Bonjour et bienvenue pour cette exploration. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un texte assez court, mais vraiment percutant du XVIe siècle, le Discours de la servitude volontaire. Oui, écrit par Étienne de la Boétie, alors qu'il était très très jeune, ami de Montaigne d'ailleurs. C'est ça. Alors pour notre discussion, on va s'appuyer sur des extraits du texte original et aussi sur une transcription en français moderne pour que ce soit plus accessible. Et la Boétie, il nous pose d'emblée une question fondamentale et assez déconcertante, il faut le dire. Oui, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi des millions de gens acceptent d'obéir à un seul homme, souvent un tyran, alors que collectivement, ils ont largement le pouvoir de refuser? C'est ça, c'est cette énigme de la servitude volontaire qu'il essaye de décrypter. Alors voilà, notre mission aujourd'hui, essayer de décortiquer un peu ces arguments. Allons-y. Ce qui est fascinant d'abord, c'est l'âge de l'auteur, hein. On parle de 18, peut-être 20 ans. Incroyable. Et la radicalité de sa pensée pour l'époque. Il ne critique pas juste le pouvoir tyrannique, mais notre propre rôle là-dedans, notre consentement. Tout à fait. Lui-même, il s'en étonne. Je reprends ces mots. Voir un million de millions d'hommes misérablement asservis et soumis tête baissée à un joug déplorable. Il précise bien, pour non qu'ils y soient contraints par une force majeure. Non, mais parce qu'ils sont fascinés et, pour ainsi dire, ensorcelés par le seul nom d'un. C'est, c'est presque magique, comme il le décrit. Alors comment il explique ça? Sa première grande idée, c'est l'opposition entre la nature et l'habitude. La coutume, comme il l'écrit. D'accord. Il part du principe que, par nature, on est fait pour être libre. C'est notre état initial. Tous égaux, ou plutôt tous frères, il dit même. Oui, il prend des exemples chez les animaux, les poissons, les éléphants, les chevaux, qui résistent, qui luttent désespérément contre la captivité, pour montrer cet instinct de liberté. Mais alors si c'est si naturel, pourquoi on se laisse faire? C'est là qu'intervient l'habitude. C'est exactement ça. La coutume, l'habitude, elle a une force terrible selon lui. Naître et grandir dans la servitude, ça nous fait accepter cette condition. On finit par croire que c'est normal en fait. Voilà. On oublie le goût de la liberté. On ne la désire même plus parce qu'on ne l'a jamais connue ou on l'a oubliée. Ainsi, les hommes qui naissent sous le joug prennent pour leur état de nature l'état même de leur naissance. L'habitude devient une seconde nature qui étouffe la première. C'est ça. Et là, ça devient très intéressant. Comment les tyrans, justement, cultivent cette habitude? Comment ils l'entretiennent? Ouais, oui, parce que ce n'est pas juste passif. Il y a des stratégies. La Boétie pointe du doigt la distraction et l'abêtissement du peuple. Les fameux jeux épeintes, l'Antiquité, en quelque sorte. Exactement, il cite les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux, et il ajoute « et autres drogues de cette espèce Des drogues. Le mot est fort. ». Oui, il les appelle les appâts de la servitude. Et à côté de ça, il y a les largesses calculées. Et les distributions de blé, de vin, d'argent. Voilà, le peuple est amusé, il est rassasié pour un temps, et pendant ce temps, il ne pense pas à sa liberté perdue. Il oublie. C'est un peu comme endormir la conscience collective, quoi. C'est l'idiot. Il compare ça aux enfants qui apprennent à lire. On leur montre de belles images pour qu'ils ne fassent pas attention aux lettres elles-mêmes. C'est séduire par la forme pour faire oublier le fond. Une analyse qui résonne encore aujourd'hui, quand même, avec d'autres formes de distraction, peut-être. Absolument. Mais il ne s'arrête pas là. Le tyran, il ne règne pas tout seul, évidemment. Non, ce n'est pas juste la force brute ou les distractions, il y a une structure. Oui, la Boétie révèle ce qu'il appelle le secret et le ressort de la domination. Ce ne sont pas les gardes, les armées qui sont le plus important. Alors c'est quoi, secret? C'est un petit noyau dur, 4 ou 5 hommes, dit-il. Ses complices les plus proches, ceux qui tirent profit directement de la tyrannie avec lui. D'accord. Le premier cercle du pouvoir. C'est ça. Et ces 5 ou 6, ensuite, ils tiennent sous leur dépendance 600 autres. Et ces 600 en tiennent 6000. Ah oui, ça forme une chaîne jusqu'à une pyramide de dépendance. Tout à fait. Une pyramide où chacun trouve son intérêt à opprimer ceux qui sont en dessous pour garder sa petite part du gâteau. Et c'est comme ça que le tyran asservit les sujets les uns par les autres. Il utilise même l'image des coins de bois, même, pour fendre le bois. C'est une analyse de la structure du pouvoir qui est incroyablement moderne, en fait. Très fine, oui. Il ne regarde pas juste le sommet, mais toute la chaîne qui le soutient. Et la vie de ces gens-là, ces 4 ou 5 et leurs suivants, c'est enviable? Ah, pas du tout, selon la Boétie. C'est même tout le contraire. Ils vivent dans la peur constante. Ils doivent deviner les désirs du tyran, anticiper, flatter, Ils doivent renoncer à être eux-mêmes, finalement. complètement. Et il insiste,
L'amitié véritable, la confiance, c'est impossible avec un tyran. Ce n'est pas une société, dit-il, c'est un complot. Et le paradoxe, c'est que ces gens qui aident le tyran à tout prendre aux autres. Ils ne possèdent rien en propre au final. Même pas leur propre volonté, leur propre personne. Et pire encore, ils sont souvent les premières victimes. Soit du tyran lui-même, s'il se méfie d'eux, Soit de son successeur qui veut faire place nette. C'est un jeu dangereux et souvent perdant. bon, le tableau est assez sombre, l'habitude, les distractions, cette chaîne de complicité. Alors qu'est-ce qu'il propose, la Boétie? Il y a une issue? Oui, et c'est là que son texte devient presque lumineux par sa simplicité. La solution est radicale, mais elle ne passe pas par la violence. Ah, pas besoin de renverser le tyran par la force? Non. Il dit « Le pouvoir du tyran ne tient que par notre obéissance. Si on arrête de le soutenir, il s'effondre tout seul. » Il suffit de dire non collectivement. Voilà. Il écrit cette phrase très célèbre. « Soyez donc résolus à ne plus servir, et vous serez libres. » C'est tout. Pas besoin d'attaquer, juste de cesser de donner. Cessez de coopérer. Exactement. Ne le soutenez plus, et vous le verrez, comme un grand colosse dont on dérobe la base, tomber de son propre poids et se briser. La clé, c'est la non-coopération massive. C'est une idée d'une puissance incroyable, mais aussi d'une simplicité déconcertante. Oui, parce qu'elle replace le pouvoir là où il est vraiment, dans le consentement, même passif, du plus grand nombre. Retirer ce consentement, c'est retirer la base du pouvoir. Donc, pour résumer un peu ce qu'on a exploré, ce texte du XVIe siècle nous dit que la servitude la plus profonde, la plus solide, c'est celle qu'on accepte, volontairement ou par habitude, par distraction. C'est ça. Sa thèse centrale reste incroyablement forte. Le pouvoir d'un seul ou de quelques-uns dépend fondamentalement de l'obéissance de la multitude. Si cette obéissance cesse, le pouvoir se dissout. Et ça nous laisse avec une question peut-être pour aujourd'hui. La Boétie parlait des tyrans politiques de son temps. Mais est-ce qu'on pourrait identifier dans nos sociétés actuelles des formes plus subtiles de servitude volontaire? Des choses qu'on accepte par habitude, par confort, peut-être à cause des technologies ou de nos modes de consommation. Voilà, des choses qui nous rendent moins libres sans qu'on s'en rende forcément compte. C'est une piste de réflexion intéressante, je trouve. Tout à fait. Une question qui reste pertinente des siècles plus tard. Bon, eh bien, voilà qui conclut notre exploration d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints. Merci.